m'appelle Sami Mohamed, je suis le président du groupe Le Matin et je suis très heureux, très content d'être parmi vous. Et je suis d'autant heureux que je vois qu'il y a une grande assistance pour cette belle reprise, pour cette belle troisième saison du Book Club. Et ça démontre aussi que le livre n'est pas perdu, qu'on est encore attaché au livre, on est attaché à la lecture et ça nous réjouit vraiment parce qu'on a dû renforcer un petit peu avec des chaises pour pouvoir accueillir tout ce beau monde. Je vous remercie d'avoir répondu à notre appel et je ne peux pas laisser passer l'occasion sans remercier notre amie Madame Snaoui, librairie Porte d'Enfa, qui nous a invités, ce grand écrivain, Monsieur Lugon, et qui est aussi une militante de la culture. Je voudrais vous rendre hommage en cette occasion. Monsieur Lugon est un Marocain de cœur et un ami du Maroc. Il a vécu au Maroc, il est né à Meknès. Son père aussi était un ami des Marocains et a contribué un petit peu pour la partie libération du Maroc. Et donc, il a écrit un livre de référence sur l'histoire du Maroc. Moi, je me rappelle quand on était au primaire, plus ou moins l'histoire commençait avec disons, les Amazirs et la conquête islamique. Mais on ne connaissait pas bien tout ce qui était avant, plusieurs milliers d'années. Et donc, on découvre avec délectation l'ouvrage de M. Lugon, qui est pédagogique, pas trop académique, assez, je dirais, qui vulgarise et qui explique les choses. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons suivre ce que va nous présenter M. Lugon, avec le concours de notre ami CHHI, que je remercie aussi. Et donc, sans trop tarder, je vous souhaite une bonne continuation. Alors, je passe la parole. Je commence. Comme ça, j'introduis le livre. Bien sûr, bien sûr. Bonjour tout le monde, et moi de même, je suis heureux de voir autant de passionnés d'histoire et de livres. Et je ne savais pas que l'extrême droite avait un tel succès au Maroc. Blague de mauvais goût. Alors, s'il y a des gens de l'extrême gauche dans la salle, vous pouvez rester, mais ne faites pas de bruit. Alors, le livre dont on va parler aujourd'hui n'est pas qu'un livre. C'est un livre qui est vivant. Preuve en est, Bernard Lugon en est à la 4e réédition. C'est-à-dire que c'est un livre qui cherche à épouser le mouvement du Maroc. C'est-à-dire pas uniquement le mouvement historique, parce qu'il remonte même au Paléolithique, 60 000 ans avant Jésus-Christ, mais il continue de le rééditer en ajoutant ce qui doit être ajouté, c'est-à-dire tout ce que le Maroc a accompli ces 20-30 dernières années. Et c'est un livre vivant également parce qu'il adopte une approche séculaire qui démontre la permanence de l'État marocain dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une étaticité qui se construit graduellement dans une logique de strates sédimentaires et qui aboutit au Maroc contemporain, pour ne pas dire moderne, que l'on a actuellement et dont on est fier. Et le deuxième élément, et je vais l'interroger par rapport à cela, dans le livre qui m'a profondément touché déjà en 2011, j'avais lu la précédente édition et j'ai eu le plaisir de redécouvrir celle-là. Il a démontré que l'identité marocaine, qui est par nature plurielle, n'est pas plurielle dans une logique de puzzle ou de mosaïque, mais elle est plurielle dans le sens où elle est organique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une composante nouvelle, qu'il s'agisse des Carthaginois, des Romains, des Vandales, des Byzantins, des Arabes Omeyyades, etc., jusqu'aux Hilaliens et Banu Maqil, à chaque fois le Maroc arrivait à absorber la nouvelle composante et à l'intégrer dans un schéma de symbiose et de dépassement. Ce qui fait que c'est une identité en permanence, en renouvellement permanent. On n'est pas dans une logique identitaire monolithique qui ne bouge pas et qui serait fantasmée. Elle est toujours vivante jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ma première question, qu'est-ce qui vous a amené à rééditer une 4e fois? Une 4e fois. Une 4e édition. Oui. Tout simplement parce que j'ai voulu actualiser mon précédent livre. Mon précédent livre se terminait avec le règne de Sa Majesté Hassan II, et depuis cette époque, on peut dire que le Maroc a véritablement fait une avancée incroyable.
une avancée incroyable à la fois dans le domaine économique, dans le domaine politique et dans le domaine de la politique africaine. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez à propos des strates et à propos de l'ancienneté. Moi, du temps où j'étais encore professeur à l'université en France et que je donnais un cours d'histoire de l'Afrique, parce que je donnais un cours d'histoire de l'Afrique, et je disais toujours, vous voyez, en 987, quand Hugues Capet est élu roi de France, la monarchie marocaine a déjà 2 siècles d'existence avec les Idrissides. Vous vous rendez compte? Ça donne tout de suite une profondeur de champ. Et comme vous le disiez, ce qui est tout à fait fascinant dans l'histoire du Maroc, c'est que quasiment depuis le royaume de Maurétanie, depuis la Maurétanie tingitane, depuis le royaume idrisside 1-2, l'on voit que le Maroc va se développer véritablement dans une zone géographique qui est la sienne. Il est dans son bassin, il est dans son écrin, etc. Et le Maroc va donc pousser, comme le disait Sa Majesté Hassan II, le Maroc, c'est un arbre. C'est un arbre dont les racines se situent loin vers le sud, dans le Sahara, même au-delà, et dont les feuilles bruissent sur la partie nord de la Méditerranée. Il parlait de l'Andalous, avec tout le Maroc. Donc, disons allez, grosso modo, de la vallée du Sénégal jusqu'au Tage, le Maroc s'est étendu. Je ne parle pas de l'extension vers l'est jusqu'à la Tripolitaine, parce que nous avons bien vu, notamment à l'époque des Almohades, que d'ailleurs, à propos des Almohades, j'ai été très triste quand j'ai vu que la mosquée de Tinmel était par terre. Et un petit peu, si vous voulez, la mosquée de Tinmel, c'est un peu pour nous ce qu'avait été l'incendie de Notre-Dame, avec à Paris. Alors donc, cette permanence du Maroc est tout à fait intéressante parce que l'on voit que sur ce royaume, qui existait déjà avant le royaume, puisque je disais qu'il y avait la Maurétanie, dans cette zone qui va devenir le Maghreb extrême, se développe un État qui va, de par son existence même millénaire, va connaître des hauts et des bas. C'est le propre de tous les vieux États. Tous les vieux États ont des périodes d'apogée, des périodes de décadence, des périodes d'élargissement, des périodes de rétractation. Et dans ces périodes d'élargissement, le Maroc va s'étendre dans des zones qui sont tout à fait immenses dans cette partie de l'Afrique, en étant le pont entre le monde méditerranéen et le monde africain, etc. Alors voilà moi l'idée, parce que moi je suis un historien de la longue durée. Moi ce qui m'intéresse c'est la longue durée, on a tous été les élèves de Braudel, la longue durée parce que l'approche de l'immédiateté, comme ont souvent les observateurs politiques, est une approche qui est castratrice, parce que c'est une approche qui va donner une explication immédiate, un sens immédiat, mais qui lui enlève toute sa profondeur. Et si vous voulez, c'est un peu le problème qui se passe avec la politique de certains États européens, qui n'ont pas compris que le Maroc qu'ils voient comme un Maroc démembré au moment de la colonisation, est un Maroc qui a pu être démembré parce qu'il était dans une phase, malheureusement pour lui, qui était à ce moment-là une phase de décadence, comme tous les États ont. Mais la puissance du Maroc s'étendait au-delà. Moi, je publie dans mon livre des lettres de Lyautey, de la résidence de Lyautey, disant les frontières du Maroc englobent le Tidikelt, le Gourara. Les frontières du Maroc englobent toutes ces régions. Une lettre de 1929 de la résidence, quand l'administration d'Algérie voulait rogner sur le Maroc. Et Lyautey a dit, mais moi je suis là pour aider le Maroc à défendre ses frontières. Non, il ne faut pas grignoter. Heureusement, imaginons qu'il y ait eu un républicain, genre préfet jacobin,
à la tête de la résidence plutôt qu'un homme comme Lyautey, le Maroc était complètement amputé de son sud au profit de l'Algérie. Il l'a déjà été, mais encore plus. Donc, il y a une permanence qui est fondamentale à mettre en évidence. Ce royaume qui va s'étendre, n'oublions pas, mes chers amis, que dans les années 1895, 1898, quand la France va commencer à conquérir la vallée du Niger, la prière du vendredi à Tombouctou était dite au nom du sultan du Maroc. Parce que c'était l'héritage du Pachalik de Tombouctou, c'était l'héritage de la conquête de Djouder, et c'était l'héritage des Armas, les Armas qui étaient les soldats marocains qui étaient partis faire la conquête du Pachalik des Songhai, qui sont restés sur place et qui ont créé une aristocratie locale, et la prière était dite jusque dans les années 1890-92 au nom du sultan du Maroc. Donc, dans toute cette axe s'étendant de Tanger jusqu'à la vallée du Niger et jusqu'à la vallée du Sénégal, on disait la prière au nom du sultan du Maroc. L'unité d'échange monétaire était l'unité marocaine, les unités de poids et de mesure étaient les unités marocaines, et les grandes foires dépendaient de Tigil Massa et des grandes foires du Sahara occidental, qui était du Sahara marocain. Donc, première idée, l'étendue dans le temps et l'étendue dans l'espace. J'ai un micro, mais je ne vais pas me lever. Oui, j'aime J'ai bien mal au parler. dos. Non, il y a un autre élément qui m'a touché dans le livre, et j'aimerais vous interroger par rapport à cela. C'est qu'il y a beaucoup de Français, d'Américains, d'Allemands qui ont écrit des histoires du Maroc. Mais quasiment à chaque fois, il s'agit de gens qui viennent projeter des grilles de lecture, des modèles, soit structuralistes, soit autres post-structuralistes, sur une réalité, c'est-à-dire qu'ils écrivent sur le Maroc, mais ils ne laissent pas le Maroc parler. Avec vous, c'est différent. D'ailleurs, on voit également le logiciel de l'école historique de longue durée, l'école des annales, etc. Vous avez évoqué Brodel, qui parle, mais qui parle dans un dialogue avec le réel, avec le Maroc. C'est-à-dire que vous avez un regard autant occidental que africain dans ce livre. C'est-à-dire, on dirait que c'est un Marocain qui écrit le livre, parce que vous avez un vécu en Afrique, Oui. vous êtes né au Maroc. Est-ce que vous l'avez ressenti, cette double grille de lecture? Oui, alors, ce qui est fondamental au point de vue historique. Au point de vue historique, quelle est la méthode historique qui a été la mienne? C'est une école historique française, européenne, qui est divisée autour de 4 périodes. Donc, nous, quand nous faisons de l'histoire, en Europe, et surtout en France, nous étudions soit l'histoire ancienne, soit l'histoire médiévale, soit l'histoire moderne, soit l'histoire contemporaine. Donc, l'histoire est divisée, le millefeuille, 4 périodes. Mais au Maroc, ces 4 périodes, ça ne veut rien dire. Si vous avez une approche avec cette vision européenne de division en 4 périodes, vous n'y comprenez rien. Parce que comment l'histoire ancienne se termine en Europe? Elle se termine avec la fin de l'Empire romain. Or, l'Empire romain au Maroc a très peu existé. La Mauritanie tingitane, il y avait 2-3 garnisons romaines, il n'y a pas eu, comme dans l'est de l'Algérie ou dans la Tunisie, l'implantation romaine. Pour vous donner un exemple très simple, à l'époque de la partie la plus haute de l'Empire romain, la plus forte, il y avait 600 évêchés catholiques, depuis la Tripolitaine jusqu'à l'Atlantique. Mais dans l'actuel Maroc, il n'y en avait qu'un, c'était Tanger. Donc, que veut dire la fin de l'Empire romain? Elle peut peut-être être explicable et apporter une connaissance pour la Tunisie actuelle, pas pour le Maroc. Donc déjà, l'histoire ancienne, la coupure Empire romain ne compte pas. Ensuite, l'histoire moderne va commencer à partir du moment des grandes découvertes. Grande découverte, c'est la projection européenne sur le monde. Le Maroc n'est pas dans le coup. Le Maroc ne fait pas une projection sur le monde. Sa projection, elle se fait traditionnellement vers le sud, vers l'actuelle Algérie, etc. L'autre coupure de l'époque moderne contemporaine, c'est la révolution industrielle et la révolution française. Bon, que je sache, il n'y a pas eu la révolution française au Maroc, et cette révolution industrielle ne s'est pas faite. Donc,
il y a inadéquation entre les périodes de division de l'histoire classique européenne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une méthode historique universelle. Mais si l'on applique les méthodes avec les coupures traditionnelles, on passe à côté de la réalité. Alors souvent, vous avez cette approche qui est faite par des historiens qui, eux, si vous voulez, sont prisonniers. Alors vous allez retrouver, par exemple, le Maroc au Moyen-Âge. Mais ça veut dire quoi, le Maroc au Moyen-Âge? Ça ne veut rien dire. On parle également de Moyen-Âge musulman, qui ne veut strictement rien dire. Le Maroc, non, ce sont de toutes autres périodes. Et moi, j'ai préféré mettre mes coupures autour des dynasties. Parce qu'en étant autour des dynasties, là, nous sommes véritablement dans ce qui est le cœur de ce qui fait le Maroc. Parce que le Maroc, c'est un millefeuille qui va se faire dynastie après dynastie. Alors certaines vont être plus longues que d'autres, certaines vont être plus brillantes que d'autres, certaines vont être plus guerrières que d'autres, d'autres vont être plus constructives, des bâtisseurs, etc. Mais c'est dynastie après dynastie. Et je pense que là, on approche beaucoup plus la réalité en partant de cela. Moi, je suis parti des dynasties marocaines. Donc, mes chapitres, c'est autour de chacune des dynasties, avec évidemment, dans le temps long, un développement plus important avec la dynastie alaouite, puisqu'elle est quand même au pouvoir depuis plusieurs siècles, et qu'elle est au pouvoir aujourd'hui, et qu'elle continue la mise en valeur et le développement. Moi, je vous le dis franchement, je n'étais pas venu à Rabat, je suis venu à Rabat il y a quelques mois, j'étais pas venu à Rabat depuis quelques années, j'ai été absolument sidéré de voir ce qu'est devenue cette ville. C'est nickel, c'est magnifique. Puis alors, le coup du génie d'avoir mis ces gazons irrigués avec l'eau de récupération, c'est extraordinaire. Et puis, je dois dire que j'ai regretté de ne pas avoir acheté quelque chose au Maroc il y a 20 ans quand je venais plus souvent. Il n'est pas trop tard. Oui. Le problème de flous maintenant, c'est pas la même chose. S'il y a des promoteurs dans la salle. Bon. Alors, il y a l'autre volet pour après ouvrir les questions-réponses avec le public. Là, on a abordé la longue durée et l'espace. Maintenant, abordons un peu la dimension organique et vivante de l'identité marocaine que je retrouve pleinement dans le livre. Effectivement, vous segmentez l'histoire du Maroc en choisissant comme référentiel les dynasties, mais il y a également des... Mais il y a également des aspects relatifs... vous cassez des mythes, au fait, dans le livre, et c'est également le métier d'un historien que de casser certains mythes qui n'ont pas lieu d'être. Notamment, par exemple, par rapport à l'arabisation du Maroc. Ouais. Beaucoup parlaient de les Omeyyades sont venus, ils ont arabisé le Maroc, etc. Vous dites radicalement que non, que l'arabité était une goutte d'eau dans un océan d'amazérité, et vous parlez des Banu Hilal, etc., que c'est venu graduellement, par strates, et que de toute manière, le socle demeure toujours amazir, c'est-à-dire même si l'arabité formellement englobe... Oui, alors, si vous voulez, la conquête arabo-musulmane de ce qu'on appelle le Maghreb, ce qui était la Berbérie, donc le Maghreb, s'est faite à travers 7 expéditions. Ça a pris un siècle. Il y a eu 7 expéditions, je ne vais pas les détailler, je les explique dans mon livre. Et à la fin de la septième expédition, tout le Maghreb, toute la Berbérie est devenue le Maghreb. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Maroc actuel, les populations qui vivaient au Maroc à l'époque se sont converties très rapidement. Il y a eu des résistances qui se sont faites à l'est. Les résistances qui sont faites dans l'actuelle Tunisie, dans les Aurès, dans la Kabylie, avec, bon, vous avez tous connu l'épisode de Kousseïla, la Khaïna, etc. Mais disons qu'à l'ouest d'Alger, jusqu'à l'Atlantique, nous n'avons pas dans les traditions ou dans les récits qui nous sont rapportés véritablement de résistance. Un peu comme si les Berbères de l'actuel Maroc, de l'ancienne Mauritanie, s'étaient convertis sans problème. Mais ils vont se révolter un siècle plus tard. Alors le phénomène est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'Arabes. La conquête est faite par très peu d'Arabes. C'est quelques centaines, quelques milliers. Et j'allais même dire que la conquête d'Al-Andalus, la conquête de l'Espagne,
va se faire toujours avec très peu d'Arabes, mais avec les Berbères convertis, notamment les Berbères du Rif. Hein. Tariq, Jebel Tariq, quand même, c'est bon. Et ce qui va se passer, c'est qu'au siècle suivant, il va y avoir une révolte qui va se faire autour du kharidjisme, etc. Mais nous sommes toujours dans un monde qui est musulman, mais qui n'est pas arabe encore. Et l'arrivée des Arabes va être beaucoup plus tardive. Elle va se faire à partir du XIe siècle, avec les Beni Hilal, etc. Alors, c'est amusant de voir. Ce qui est amusant de voir, c'est que qui va arabiser le Maroc, c'est une dynastie berbère. Ce sont les Almohades. Comment cela va-t-il se passer? Les Almohades vont partir à la conquête de ce qui est aujourd'hui la Tunisie, le Constantinois et la Tunisie, et là, ils se heurtent non pas aux royaumes locaux, ils vont se heurter aux tribus arabes qui arrivent depuis l'Égypte, depuis l'Arabie, depuis l'Égypte, les Beni Hilal. Ils vont les battre. Les Almohades vont les battre. Et les Almohades vont prendre une décision qui va être tout à fait importante, qui est essentielle dans l'histoire de ce qui devient le Maghreb. Au lieu de les repousser, ils les font rentrer dans leur djitch, ils les font rentrer dans leur armée. Parce que c'est l'époque où la Reconquista chrétienne dans l'Andalous est dans une phase d'accélération et les souverains des royaumes de l'Andalous font appel, comme d'habitude. Ils ont fait appel aux Almohavides, ils font appel aux Almohades, ils vont faire appel aux Méridides, etc. C'est le Maroc qui fournit toujours le corps de bataille. Et les Almohades se disent, bon, allez, on les prend avec nous, et ça va nous permettre de vraiment repousser les chrétiens à l'Andalous. Et puis l'expédition ne se fait pas. Et les tribus vont s'installer. Et donc on voit trop bien ces tribus qui s'installent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces tribus s'installent et elles vont être, comment dirais-je, elles vont être dans le système du royal, dans le système du sultan. Donc c'est un phénomène intéressant. Il ne faut pas croire que l'arabisation s'est faite avec la conquête. Elle s'est faite 3, 4, 5 siècles après. Ça, c'est important. Je pense qu'on va ouvrir les questions-réponses et on remercie chaleureusement. Il y a un phénomène qui est intéressant aussi, moi, que j'aime bien développer. C'est le Maroc. Alors, ce sont ces dynasties, nous sommes d'accord. Mais nous voyons que le Maroc s'est construit non seulement autour de ces dynasties, mais s'est construit autour de 2 villes. Il y a 2 villes autour desquelles se sont fait... Bon, c'est vrai, c'est Fès. Bon, vous me direz, moi je suis Meknassi. D'accord, mais soyons pas chauvins. Hein, c'est plus tard, on parle avant. Bon. Alors, c'est Fès et Marrakech. Alors vous allez me dire, bon, là je vais déplaire à nos voisins d'au-delà de la Moulouya. Comment se fait-il qu'autour de Fès et de Marrakech se sont constitués un empire, un État, et comment se fait-il qu'autour de Bougie et de Tlemcen, ne s'est pas construit un État? C'est quand même extraordinaire, ça. Parce que Bougie et Tlemcen étaient de magnifiques principautés, un peu comme les cités italiennes, des Pise, Gênes, etc. Pas d'État. C'est resté au niveau... Donc, ni Tlemcen ni Bougie ne sont la matrice de l'Algérie. Tandis que Fès et Marrakech sont les matrices du Maroc par leur dynastie. Alors pourquoi? Bien pour une raison très simple, c'est la notion du sandwich. Parce que Tlemcen et Bougie sont prises entre l'existence de 2 États. Ce qui va être la Tunisie, qui était déjà un pré-État, qui pousse vers Constantine, et le Maroc qui pousse vers Tlemcen. Et l'autonomie de ces 2 brillantes cités n'est que relative. L'autonomie, je l'ai calculé dans mon livre, quelques dizaines d'années à peine, ou alors elles sont protectorats du Maroc, ou protectorats de Tunis, tout simplement parce que ces cités n'existent d'une manière vraiment autonome qu'à l'époque de décadence du Maroc ou de décadence de Tunis. Et c'est quand le Maroc ou quand Tunis sont décadents que Tlemcen et Bougie
ont véritablement un rôle autonome. Mais ça ne dure pas. Ça dure quelques dizaines d'années et ensuite repasse sous quasiment la suggestion, la domination, etc. Et ensuite, début du XVIe siècle, arrivent les Ottomans, arrivent les Turcs. Et Tlemcen devient la grande garnison turque sur la frontière du Maroc, parce que la grande rivalité entre le Maroc et l'Empire ottoman, bon, c'est une réalité historique qui est fondamentale. Et Tlemcen va devenir la belle endormie, mais ne va pas donner naissance à un pré-État. Alors moi, j'aime toujours bien comparer cela, hein, le rôle de Fès, Marrakech, Bougie, Tlemcen. Ça, c'est important pour bien remettre ce qui, dans ma bouche, n'a absolument pas une vue péjorative. Hein. Pas du tout. C'est l'historien qui constate. Venise, Gênes et Pise ont été de merveilleuses cités-États, mais n'ont pas créé l'Italie. L'Italie n'a pas été créée par... Non, oui, c'est un autre problème. Hein. Et là, nos amis algériens font un complexe en disant oui, mais non, il n'y a pas. Non, c'est une évolution différente. Une évolution différente. Il faut assumer son passé sans essayer de copier le passé du voisin. La France n'est pas l'Allemagne, l'Angleterre n'est pas la Suisse. Hein. Bon, voilà, c'est clair. C'est le cas d'ailleurs de l'Allemagne, qui a à peine un peu plus d'un siècle et demi d'histoire en tant qu'État unitaire. Mais elle a une civilisation qui s'inscrit dans la durée. L'Allemagne est née en 1871 de la défaite française. Auparavant, il y avait les Allemagnes, mais les Allemands ne font pas un complexe parce qu'ils sont nés en 70. L'Italie, née dans les années 1860 à la suite des interventions de Napoléon III, etc., les Italiens ne font pas un complexe parce qu'ils sont nés en 60. Bon, oui, c'est important ça. C'est important de voir ça. Sans oublier les États-Unis. Ah bon. Alors peut-être qu'on ouvre aux questions-réponses, comme ça on permet au public également de... Très bien. C'est Rachid Boufous. Bonjour. Je suis ravi de vous voir, Monsieur Lugan. Bon, on vous suit tous autant que nous sommes au Maroc, à travers YouTube, etc. avec Monsieur Achachi. Vous êtes assez célèbre ici, hein, même si on vous traite d'extrême droite. Hein. C'est un honneur. Hein. On ne prête qu'aux riches. Exactement. Moi, je voulais aller directement sur votre livre que j'ai déjà lu. Hein. Je l'ai racheté une deuxième fois. Enfin, on me l'a offert. Bref. Oui. Alors, page 67. Ah oui, bah oui. Je passe l'examen là. Ah ben oui, avec moi c'est comme ça. On va aller au détail. Page 67, vous parlez du royaume de Barghouata. Oui. Ah oui. Bien. Alors, c'est toujours le problème avec ce royaume, et le problème qu'il pose aux historiens, quels qu'ils soient, hein, avant vous, avec l'Aroui, avec Germain Ayash, etc. Vous survolez ce royaume, et pourtant, c'est dans l'histoire du Maroc, de cette dynastie qui se sont succédées au Maroc, c'est quand même la deuxième dynastie qui a passé le plus de temps, hein, 350 ans. La deuxième, la première, c'est les Alaouites, 359 ans, et la deuxième, c'est les Barghouata. Bon, contrairement à ce que vous dites, c'est pas Tarif qui a créé le royaume, c'est Salih, son fils. Hein. Bon, ça pose un problème, effectivement, parce que ces gens-là ont créé leur propre islam. Voilà, c'est ça. Voilà, ils ont créé un Coran en berbère, qui comprenait 80 sourates, etc. Ils priaient 5 fois par jour, 5 fois le soir, etc., etc. Je comprends que ça posait des problèmes à tout le monde, y compris aux Almoravides, etc. D'ailleurs, Abdullah ibn Yassine, le chef des Almoravides, est mort à Krifla. En les combattant. Alors, est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous en parler? Pourquoi vous consacrez très peu de temps à une dynastie qui a régné le plus avec les Alaouites? Voilà. Oui, mais ils n'ont pas régné sur le Maroc. Oui, une bonne partie. Oui, mais à ce moment-là, il fallait aussi le royaume de Nécour, etc. Si vous voulez, bon, j'en ai parlé largement des Barghouata, mais bien entendu, je n'ai pas développé comme les autres. Pour moi, ce n'est pas une dynastie marocaine, c'est une dynastie au Maroc, mais ce n'est pas la même chose. Alors, les Barghouata, le problème intéressant des Barghouata, c'est que effectivement, parce que toute cette région côtière, c'était une région berbère. Hein, et les Barghouata, c'était un royaume qui était berbère. Et les Barghouata ont adopté appelons ça une hérésie de l'islam, en disant que dans la prédiction du prophète,
il y avait non pas une notion universaliste, mais il pouvait y avoir une notion d'enracinement sur des peuples. Ce qui fait que, bien évidemment, pour les Almoravides et pour les Almohades, c'est pas possible, hein, on est d'accord. Donc, ils les ont combattus, effectivement, ils ont résisté fort longtemps, ils ont été combattus par les Almohades, et ils ont été finis d'être éliminés par les Almohades, et la population ensuite, a été mélangée, a disparu. Mais bien sûr, c'est un royaume très intéressant. Il y a eu de nombreuses études sur le Bergwata. Dans ma bibliographie, je donne des travaux qui détaillent. Mais moi, je n'ai pas détaillé, j'ai fait l'histoire du Maroc à travers ces grandes dynasties. J'aurais pu également travailler sur certaines dynasties, des royaumes du Rif, etc. J'en ai parlé, mais j'ai voulu surtout avoir une vision globale pour montrer la continuité et à travers les grandes dynasties du Maroc. Parce que les Bergwata étaient au Maroc, mais n'étaient pas le Maroc. Voilà. Une autre question, peut-être une demoiselle, pour alterner. C'est mon côté gauchiste. Bon. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être parmi vous tous. Je me présente, je suis écrivaine avec beaucoup de retard, après être septuagénaire. Et j'ai écrit un livre qui s'intitule « Si les murs de Fès pouvaient parler » et qui traite un pan de notre histoire nationale, c'est-à-dire de la moitié du XVIIIe siècle jusqu'aux années 70 et plus. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai une dent contre les orientalistes, certains orientalistes qui écrivent sur le Maroc. Et souvent, je suis de l'école française et j'ai découvert les autres écrivains arabes par la suite. Et j'ai toujours été endoctrinée, formatée par la culture française. Alors, je voudrais vous demander, puisque vous êtes historien, et j'ai lu votre livre et je l'ai même cité parce qu'il y a un ouvrage qui va paraître, qui est dans le cadre de l'amitié franco-marocaine pour le développement durable. Et je crois que vous connaissez déjà M. Hubert Ceylan, qui est le fondateur de cette amitié et qui a écrit un livre sur le Sahara. Je passe du coq à l'âne. Et pour vous dire, j'ai cité votre ouvrage dans mes références parce que j'interviens aussi dans cet ouvrage collectif. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comment je vois votre présence? Je la vois en tant qu'un symbole pour l'amitié culturelle et entre les peuples, en dépit des tensions qui règnent. Et du moment que vous avez pris une position pour le Sahara marocain, ça me réconforte, ça réconforte beaucoup de Marocains. Et il y a cette diplomatie parallèle qui doit jouer et qui doit continuer. Et ça, c'est une remarque, mais je voudrais comprendre une chose. Vous êtes français, mais vous êtes en même temps marocain pour avoir vécu. Et quelle est la matière première pour écrire? Parce que pour les étrangers, ils ne connaissent pas l'arabe. Et comment ils font pour récolter tant d'informations internet très intéressantes? En même temps, il y a vos propres réflexions et votre propre méthodologie de travail qui peuvent faire sortir des idées de lumière. Merci. Pour toute la partie archives, moi j'ai beaucoup travaillé aux Archives nationales avec M. Abdelwahad, le défunt historiographe du Royaume du Maroc. Et là, évidemment, les textes arabes du XIe et XIIe siècle étaient difficiles. Pas fait de paléographie musulmane. Donc tout ça a été on a traduit tout ça aux archives, n'est-ce pas? Donc tous les textes anciens, j'ai travaillé sur les archives longuement. Je ne sais pas si vous avez connu M. Abdelwahad, qui était l'historiographe du Royaume, qui est un homme délicieux, et j'ai travaillé des semaines entières avec eux. Pour le reste, eh bien, ça rejoint votre question, parce qu'il y a eu tellement de Français qui ont travaillé sur les sources marocaines. Nous avons, comment dirais-je, un appareil critique qui est absolument gigantesque de sources. Regardez par exemple, je pense que chez vous, vous avez des exemplaires de la revue Espéris Taouda.
Cette revue, c'est formidable. Tout a été fait. Les travaux des frères Tarot, les travaux des voyageurs. Alors effectivement, il y a chez certains cette vision orientaliste qui va donner, qui va, dans certains cas, magnifier le Maroc. Qui va magnifier le Maroc, parce que quand il est évident qu'autour de l'IOT vont se trouver des gens qui vont devenir plus marocains que les Marocains et qui vont presque fantasmer sur le Maroc. Il y a des écrits qui sont comment dirais-je, au point de vue critique historique, qui sont assez intéressants. Ce que vous ne trouvez pas dans les livres qui traitent de l'Algérie, hein. C'est beaucoup plus descriptif chez les Français qui ont écrit là-dessus. Il n'y a pas, sauf quand ils parlent de la période romaine, mais c'est un autre cas. Donc, nous avons la chance, nous, et ça c'est formidable, d'avoir eu une école maroco-française, même en archéologie. Regardez les travaux de Zéna, etc., qui ont été faits sur le Limès, qui ont été faits à Volubilis, qui ont été faits partout. Donc, une école maroco-française qui a produit des quantités d'ouvrages. Et tout ceci fait qu'en dépit, et là c'était le cœur de votre question, en dépit des épisodes désagréables, qui sont des épisodes politiques, mettez-vous bien une chose dans la tête, nous mettons tous une chose dans la tête, c'est que les présidents de la République passent, mais la France reste. Et là, pour le moment, si vous voulez, effectivement, des rapports qui ne sont pas très bons, mais ce n'est pas des rapports entre le Maroc et la France, c'est le rapport entre une coterie élyséenne et le Maroc, pour des raisons très complexes, très compliquées, peut-être en partie de manque de savoir-vivre, et du côté français. Mais c'est pour ça qu'il est très important, comme vous disiez, bon, vous parliez de diplomatie parallèle, mais de liens qui sont très étroits, on le voit bien. Alors moi, une des raisons, je reviens à mon livre, une des raisons d'écriture de mon livre, c'est que je ne prétends pas, dans mon livre, apprendre l'histoire du Maroc aux Marocains qui connaissent bien leur histoire du Maroc. Moi, ce que je donne dans ce livre, je vise 3 publics dans ce livre. Je vise les jeunes Marocains de la diaspora en Europe qui perdent le contact avec le Maroc et qui s'imaginent être mélangés dans ce qu'on appelle le monde beurre. Non, messieurs, vous êtes les héritiers d'un vieux royaume. Et ça, ce livre va l'apprendre. Le deuxième public, c'est au Maroc même. Énormément de jeunes Marocains qui ont été un peu acculturés par une certaine école française. Et le troisième public que je vise, ce sont les Français, car les Français, comme tous les peuples, sont pas très bons en géographie, sont pas très bons en histoire. Et quand vous dites à un Français dans la rue, un Marocain, ah oui, Tunisien, Algérien, Marocain, kiff-kiff, c'est la même chose. Non, non. Là, voilà, le Maroc, c'est pas la même chose. C'est un vieux peuple, c'est un vieux royaume, c'est un vieil État, etc., etc. Donc c'est un livre qui est destiné, si vous le voulez, essentiellement à ces 3 publics. Alors, il est évident que si vous cherchez, comment dirais-je, des points excessivement pointus, par exemple comme les Barghouata, etc., ça, je ne le traite pas à fond, comme je traite les grandes dynasties qui se sont succédées, ou comme je traite la question des frontières, parce qu'un des aspects très importants de mon livre, c'est la question des frontières. La question des frontières, je montre dans ce livre comment, et là, c'est imparable, comment, au profit de l'Algérie, qui était française à l'époque, comment au profit de l'Algérie française, toute la partie orientale du Maroc a été détachée pour être donnée à l'Algérie. Moi, je me souviens, quand je travaillais aux archives marocaines avec Abdelrad, j'ai vu les textes de nomination des pachas dans le Sidi Kelt, dans ces régions. Ça existait, on a les textes aux archives, on a tout ça. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie n'était pas une colonie. L'Algérie, c'était un département français. Donc, qu'ont fait les Français?
ils cherchaient à élargir le domaine. Alors, ils ont grignoté vers l'ouest et ils ont rattaché à l'Algérie des territoires entiers. Alors, je ne parle même pas du sud, après, avec les Espagnols. On va s'entendre, etc. Non, dit Mohamed V, non. Je ne veux pas que demain, les rapports que nous aurons avec l'Algérie soient liés ou empoisonnés par un accord que j'aurais fait dans le dos de l'Algérie avec la puissance coloniale. Donc, je réglerai ça avec mes frères algériens après l'indépendance. Et, en 1961, est signé entre le sultan du Maroc et le GPRA un accord disant qu'effectivement, après l'indépendance, il y aura une négociation. Walou, parce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le GPRA est renversé par l'armée des frontières, par l'EMG, et Ben Bella dit, moi c'est d'accord, je ne connais pas. Et non seulement il n'y aura pas de discussion, mais en plus j'attaque et c'est la guerre des sables. Voilà, donc il faut quand même dire que... Eh oui. Bien. Je sais pas. C'est au modérateur de donner la parole. Moi, je suis... Bonjour. Bonjour, je vous remercie de votre présentation, ainsi que votre présence ici au Maroc, en vous disant marhaba. J'ai une question par rapport à l'aspect. Comment évaluez-vous l'impact des changements politiques et sociaux récents au Maroc sur son développement économique et sa stabilité régionale, en prenant en compte les tendances historiques que vous avez évaluées et vous avez étudiées? Moi, merci. Si vous voulez, je vois plusieurs phases. Et parce que l'avantage de la monarchie, enfin bon, moi je suis un vieux royaliste, donc je prêche pour ma paroisse. Enfin bon, la force de la monarchie, c'est ce que le père n'a pas fait, le fils le fera ou le petit-fils. Donc il y a une continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'obligation de résultats immédiats par des traumatismes. On va dans la longueur, on va dans le calme, on voit loin. Alors je vois trois phases depuis l'indépendance du Maroc, depuis la fin du protectorat. La première phase avec, appelons-le le roi, parce qu'il n'est plus le sultan, le roi Mohamed V, c'est la consolidation de l'unité nationale. Ça c'est le premier point. Ensuite, avec Sa Majesté Hassan II, deux questions qui vont se poser. L'État, et il va y avoir des problèmes, parce qu'il va y avoir des le roi va ouvrir comment dirais-je, à plus de démocratie. Chaque fois, ça va se retourner contre lui. Il va y avoir la compétition entre les partis politiques marocains. Je ne rentre pas dans les détails parce que, bon, vous voyez, on se comprend tous. Chacun veut avoir un peu le principe de direction de l'État. Et puis, une fois que le problème d'ordre interne va être réglé et d'ordre institutionnel, là nous sommes au cours de la deuxième phase, mais la seconde partie de la deuxième phase, l'ouverture du Maroc, le Maroc ressort de son cocon et se rouvre sur l'extérieur avec la politique du Sahara. Ça c'est fondamental. Le génie, un des coups de génie du roi Hassan II, c'est d'avoir eu cette vision du retour du Sahara occidental. Parce qu'il a tout de suite vu que le Maroc, il avait une vision visionnaire, hein. Il voyait le siècle suivant. Il s'est dit, le Maroc, avec ses 3000 km de côte, est complètement ouvert sur l'océan des contacts, qui est l'océan Atlantique, est complètement ouvert là-dessus. Parce que l'Algérie, non. L'Algérie, vous savez, l'Algérie, c'est une petite tête sur la Méditerranée, un énorme ventre dans le Sahara, et qui est coincé. Qui est coincé, parce que la Méditerranée, c'est un grand lac. Hein.
vous fermez Gibraltar, c'est une sorte de mer Noire à la Méditerranée. Parce que le Maroc a toute son ouverture, et il l'a compris. Et il avait en même temps la vision du retour à une politique africaine. Et cette politique africaine, il l'a menée en dépit des attaques que l'Union africaine avait menées contre le Maroc. Et quand il s'est mis en congé de l'Union africaine, certains observateurs ont fait une très mauvaise analyse en disant que le Maroc se replie sur lui-même. Pas du tout, pas du tout. Le Maroc s'est retiré d'une Union africaine qui l'empêchait de récupérer une partie de son territoire historique, mais parallèlement à cela, il a entamé une diplomatie excessivement active à travers les sociétés, à travers les télécoms, à travers des tas de sociétés, et il y a eu une sorte de diplomatie cachée au Maroc qui aboutit à des résultats considérables, puisque au fur et à mesure des années, on a vu que les reconnaissances du Polisario diminuaient, il n'y en a plus que quelques-uns. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, le roi actuel, Sa Majesté Mohamed VI, qui lui va développer, parce que le roi Hassan II n'a pas fait beaucoup de voyages en Afrique. Tandis que Mohamed VI en a fait plus d'une trentaine, des voyages de tous les côtés. Donc, la troisième phase, c'est le Maroc qui s'assied véritablement dans sa sphère traditionnelle d'influence. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était sa sphère traditionnelle d'influence. Parce que, comme nous vivons dans un monde qui est sans mémoire, tout le monde s'est imaginé que le Maroc, ça s'arrêtait à Tantan. Vous savez, parce qu'il y avait les Espagnols qui étaient au sud, à Boïne. Mais non, ça c'est un éclair dans l'histoire. Ça, c'est un éclair de quelques dizaines d'années dans l'histoire, résultant du partage colonial. Mais le retour à la réalité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, à une partie de la réalité, parce que faisons pas de maximalisme, c'est pas mon rôle. Mais donc, c'est la troisième phase. Donc, le Maroc, à l'heure actuelle, je pense, a changé de paradigme. On a changé de paradigme. Et on voit bien dans la réaction économique, politique, etc. Et puis on le voit bien également avec ce qui s'est passé avec les reconnaissances du Sahara. On change de paradigme, là, complètement. Alors là, l'inquiétude que l'on peut avoir au point de vue géopolitique, comment va réagir l'Algérie? Parce que l'Algérie va être encore plus frustrée. L'échec est de plus en plus grand, quoi. L'échec à la fois économique, politique, l'échec de la politique au Sahara, etc. Bon, que va-t-il se passer? Alors bon, on verra. Hein. Dieu en décidera. Alors on prend trois autres questions. Oui, alors, puis, M. Chitachni, oui, une autre attends, là. il y a un monsieur qui lève Non, la une main. dame. Une dame. Ah, une dame. Ah, vous prenez la parole en premier, après vous. Non, il était le premier. Si, il était le premier. Monsieur. Non, c'est moi le modérateur, c'est moi qui décide. J'ai toujours raison. Bien Donc sûr. 1, 2, et puis une dame. Je ne crois pas à la non-binarité, donc il n'y a que les dames qui vont lever les mains. Oui, voilà une dame. Bon, allez. Moi, Oui, une dame, hein, une dame. cher Bernard Lugan, celui-là. Ah, ok. Bon, Désolé de revenir sur la question des Barghouata. Parce que votre livre s'intitule Histoire du Maroc et non pas Histoire des dynasties qui ont gouverné le Maroc. Donc, c'est Barghouata qu'on taxe d'hérésique. Comment un hérésique peut combattre sous bannière d'islam en Espagne? Ça, j'arrive pas à le comprendre depuis. À telle enseigne que l'un de leurs chefs s'appelle Tarif, dont la ville espagnole Tarifa porte le nom. Eh oui. C'est une dynastie qui a gouverné pendant près de 3 siècles, qui a fait face à 2 grandes dynasties, les Almoravides et les Almohades, et dont nous avons des notables de cette tribu sont morts sous bannière d'islam à la bataille de Rio Salado. Eh oui. Et dont les sépultures se trouvent à Chella. Donc cette histoire d'hérésie, ça m'a toujours travaillé. J'arrive pas à me l'expliquer. Ah, mais ça, c'est une Et affaire. de un. De deux, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah oui. L'histoire des Barghouata, c'est trois écrivains qui n'ont jamais mis les pieds dans le territoire des Barghouata. Ils n'ont jamais mis les pieds, dont Ibn Zara, que vous citez dans votre ouvrage. C'est 3 arabophones qui n'ont jamais visité
le royaume de Berghouata, et pourtant Dieu sait que c'est un royaume qui s'étendait de Ouattensift à Ouadbourgreg. Et c'est une confédération de tribus qui allait plus à l'intérieur du Maroc. Et dont l'existence était concomitante bien avant les Idrissides, mais ils étaient concomitants. Cette histoire de Berghouata, hérésique, on ne peut pas être hérésique et combattre sous bannière d'islam, etc. Et merci. Et alors les Berghouata sont même connus avant ça, parce que la confédération des Berghouata, qui à l'époque ne s'appelait pas la confédération des Berghouata, c'est peut-être les Bakwat, on ne sait pas, a été alliée à Rome. Et parce que Rome a très peu contrôlé l'intérieur du Maroc. Hein. Rome, on dit Volubilis, ville romaine, c'est faux. Volubilis, c'est une ville berbère qui a été embellie par Rome. Mais Volubilis existait avant Rome. Et quand Rome s'est retirée très tôt de l'intérieur, Volubilis a continué. Et Rome avait installé une sorte de, comment dirais-je, d'accord avec les ancêtres des Berghouata, qui étaient justement dans cette zone et qui faisait qu'il y avait une pacification sur cette région et Rome n'a pas été embêté sur cette zone. Effectivement, c'est un royaume qui était connu avant et qui ensuite va se convertir à l'islam et qui, pour conserver son identité berbère, va interpréter une sourate du Coran sur laquelle je ne vais pas, en disant que Dieu a envoyé comment dirais-je, l'annonce de la parole dans les langues du pays en question. Et c'est là-dessus que se basent les Berghouata, et c'est pour ça qu'ils vont être ensuite exterminés et par les Almoravides et les Almohades. Mais ça va être difficile, comme vous le dites, parce que le sultan almoravide va être tué au combat par les Berghouata. Voilà, bon, Berghouata, je ne pensais pas qu'on allait parler aussi longtemps des Berghouata, mais c'est quand même intéressant. Oui. Merci. Alors, je me présente, je ne suis pas historien, j'aime l'histoire, je suis médecin. Oui. Voilà, je suis médecin, je suis professeur de médecine, puis biologiste fondamentaliste, mais j'aime l'histoire et j'apprécie beaucoup ce que vous avez écrit, je vous suis par mes lectures. D'emblée, on s'est présenté, je viens d'un courant culturel de gauche. J'ai parlé de ça. Et puis, les paradigmes sociaux, politiques et culturels, ils ne sont pas les mêmes au Maroc au niveau de l'extrême droite. C'est différent, je crois que... Alors, ma question, elle va être par rapport à l'arabisation. À l'arabisation. À l'arabisation, voilà, dans l'histoire et dans la tradition arabe classique, et puis dans l'histoire, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu aussi, ce qu'a écrit Ibn Khaldoun et les autres, donc il y a ces tribus. Oui. Mais déjà, on est en train de revisiter l'histoire. Et l'histoire, depuis l'Antiquité tardive et depuis l'expansion islamique avec les conquêtes, et il y avait très peu d'Arabes et on a été arabisé. Après, bien sûr. Et quand on s'intéresse de plus à ce que on est en train de reconstruire cette histoire sur des éléments de philologie, de documents et tout ça, est-ce que ce que vous appelez, je reviens aussi à la question des Berghouata, des hérétiques, est-ce que ce n'est pas des sectes qui étaient judéo-chrétiennes qui vont être à la base, parce que on revient sur l'histoire des Omeyyades, est-ce qu'ils appartenaient au départ à cette secte qui pourrait expliquer? C'est très intéressant, parce que quand les Idrissides s'installent, le Maroc était berbère, il y avait très peu d'arabisants. Il épouse Kenza. Et même jusqu'à l'histoire assez tardive, c'est-à-dire récente, l'arabe était la langue exprimée et parlée par l'élite. Et le monde était beaucoup plus amazigh. Et moi, je suis issu d'une région Chaouia,
que si on prend Ibn Khaldoun, les tribus, les descendants des Bani Hillel et des Bani Gildel, qui ont arabisé, mais quand j'ai examiné mes gènes, mon Y, il est à 70% berbère, amazigh, 10% arabe, et le reste c'est européen et africain. C'est-à-dire, voilà le Maroc, c'est-à-dire que cette arabisation, elle va être accélérée récemment avec l'école, mais je crois que c'est plus que ça. C'est-à-dire que, pour revenir au Borwata et au niveau de l'histoire, est-ce qu'il n'y avait pas d'une rencontre avec aussi une question. Excusez-moi, rapidement. Est-ce que si on va sur ces pratiques religieuses qui ont fait que beaucoup plus, il y a peu d'Arabes, mais on s'est islamisé, on s'est arabisé par la suite. Merci. Quel est votre point de vue? Moi, je ne vais pas rentrer dans les discussions théologiques, mais ce que l'on peut dire quand on a l'œil de l'historien et qu'on regarde ce qui s'est passé, l'on constate dans ce qui est l'actuel Maroc que les habitants d'origine, donc les Berbères, se convertissent très rapidement à l'islam, à la différence de ce qui va se passer dans l'actuelle Algérie, Algérie orientale et l'actuelle Tunisie, où il va y avoir des phases de résistance. Ici, il y en a peut-être eu, mais l'histoire n'en a pas conservé. Bon. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces populations berbères qui se convertissent à l'islam vont, pour repousser la première arabisation, adopter ce qu'on appelle toutes les hérésies de l'islam pour écarter l'Orient. Donc, ils vont devenir kharidjites. Donc, en devenant kharidjites, ils cassent la domination califale universelle. Et ils vont revenir à l'orthodoxie sunnite lorsque l'Orient ne sera plus un danger pour eux. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça a été très bien étudié, ça. Il y a de grosses thèses là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire, sans rentrer dans les querelles théologiques. Bon, allez. Et en plus, je comprends la curiosité des gens, mais reprocher de ne pas avoir fait une centaine de pages sur la Badrawata, c'est comme reprocher à quelqu'un qui a fait une histoire de France de ne pas faire la moitié du livre sur les Cathares. Ah oui. Voilà, c'est... Sur les Cathares, les gnostiques qui ont été massacrés lors de la croisade. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors il y a encore une question de madame, une question ici et une question du jeune homme ici. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais justement vous demander en tant qu'historien, quelle est justement la différence que vous faites entre une dynastie au Maroc et une dynastie du Maroc? Je voudrais un petit peu que vous développiez, cet élément-là, s'il vous plaît. Écoutez, quand je dis dynastie au Maroc pour les Bergouata, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Une dynastie du Maroc, c'est les dynasties qui ont fait le Maroc. Bon, le Maroc a été fait par les dynasties successives. Les Bergouata n'ont pas fait le Maroc. Ils ont été éliminés avant. Hein. Bon, c'est cela, c'est comme nous en France. Le duc de Bourgogne n'a pas fait la France. Hein. Et pourtant, il avait le duché de Bourgogne qui était important, mais il n'a pas fait la France. Il a été éliminé avant. Il est mort à Nancy dans les marais en plein hiver. Bon, oui, le duc de Bourbon, auquel je suis très attaché, le duc de Bourbon n'a pas fait la France non plus. Non, c'est une décision pas forcément territoriale, puisque vous allez avoir à l'époque des Almoravides, des Almohades, à l'époque des Beni Ouattas, etc., le Maroc n'aura pas les mêmes étendues. Non, à partir du moment où vous avez le principe de l'État, avec l'autoritas apotextas, vous avez le principe de l'État, et dans le cadre musulman, avec le principe religieux, hein, parce que c'est un cas particulier. Le gouvernement dans un cadre musulman est différent parce qu'il y a à la fois fusion entre les diverses acceptations du pouvoir. Non, si vous voulez, c'est la continuité qui se fait. Il est évident qu'entre les Idrissides et les Beni Ouattas, il n'y a pas de point commun. Si, il y a un point commun. Si, il y a un point commun. C'est qu'il y a un État qui existe et qui continue à se développer, plus ou moins grand, avec plus ou moins de développement, avec des périodes de décadence, avec des périodes d'expansion, c'est ça. Mais quand je parlais, et je reviens sur les Bergouata,
Sur les Bergouata, ça serait peut-être comme Tlemcen ou Bougie. C'était très brillant, mais ils n'ont pas constitué un État. Ou alors, c'est une province, c'est comme la Bourgogne, mais c'est pas la France. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on dit, malheureux vaincu. Ah, et voilà. Ça, et comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, l'histoire était écrite par les vainqueurs. Il est évident que si les Almoravides avaient été battus par les Bergouata, l'histoire du Maroc ne serait pas la même chose. Bon, et comme disait... Voilà, bref. Merci, Monsieur Chachi. J'ai des petites questions très directes pour Monsieur Bertrand. La première, j'ai lu un peu votre ouvrage. Il y a un titre très très fort, l'islamisation et la naissance de la nation marocaine. Alors qu'il me semble que la nation marocaine a existé avant l'islamisation du pays. Alors ça, c'est une question intéressante. Deuxièmement, la deuxième observation, on veut nous faire savoir que l'histoire du Maroc a commencé avec les Idrissides, alors qu'il me semble que cette histoire a commencé très 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 longtemps, comme a dit beaucoup d'intervenants avant moi, les Bourguata et d'autres dynasties qui sont très anciennes, très anciennes. Très anciennes. Ans avant Jésus-Christ dans le Je ne sais pas, Jouba, est-ce qu'elle fait partie des Berbères ou pas? Moi, je suis parti avant. Ça remonte avant. L'empire du Jouba, il me semble que c'est un empire berbère. Et d'autres. Une autre. Rapidement, s'il vous plaît, une troisième. Comment expliquer que les Almohades, issus d'une petite localité, un douar qui s'appelle Argan, la commune de Talat Niaqoub, par coïncidence, c'est l'épicentre du séisme que nous venons de vivre. Il est pas sismologue. Ces douars ont été détruits. Comment ils ont pu succéder aux Almoravides alors qu'ils sont issus d'une petite localité en pleine montagne? J'imagine quelles sont les ressources qu'ils ont pour pouvoir accéder. Les Almohades. Les Almoravides, ils viennent du désert. Les Almohades. Comment les Almohades ont succédé aux Almoravides? Oui, mais vous dites que les Almoravides viennent de la montagne. Non, j'ai pas dit ça. C'est les Almohades. Ah, d'accord. Moi, je suis originaire, je fais partie du traité de Masmouda. Les Masmouda. Oui, donc, pour terminer... Bon, écoutez, je réponds déjà à la première question. Comment les Almohades, toute petite villa, petit coin de Tinmel, etc., mais toutes les dynasties sont parties de rien du tout. Regardez, moi, la dynastie à laquelle je suis attaché, qui est la dynastie des Capétiens. Les Capétiens, c'est un petit château à côté de Pontoise. Tout petit château, tout petit. Ils étaient seulement, il s'est trouvé qu'ils ont rassemblé des gens autour d'eux, etc. Si vous commencez une dynastie en étant puissant, c'est que vous êtes déjà une dynastie. Vous ne fondez pas une dynastie. C'est que toutes les dynasties commencent... Même les Habsbourg. Comment? Pareil, les Habsbourg, qui vont dominer toute l'Europe. Les Habsbourg. Et les Almoravides, ils sont quatre. Ils sont quatre au départ, les Almoravides. Bon, voilà. Et ensuite, il y a l'engerbage, il y a la coagulation, il y a la foi, il y a l'idéologie, il y a la force, et tout ce que vous voulez. Et on crée une dynastie. Alors, ce qui est intéressant au Maroc... Il y a quelqu'un qui vient de dire que c'est une start-up politique. Oui, mais une start-up qui a de la permanence. Et qui a bien réussi. Alors, dans le cas du Maroc, ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces dynasties va s'installer, j'allais dire, dans le divan de la précédente dynastie, c'est-à-dire de l'État qui existe déjà. Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne dis pas du tout que le Maroc va commencer avec les Idrissides. Au contraire, c'est tout mon livre. Je dis qu'il y a une permanence déjà depuis le royaume de Maurétanie, plusieurs centaines d'années avant l'ère chrétienne. Bon, alors... c'est intéressant. Et justement, c'est ce royaume de Maurétanie qui crée Volubilis. Ce n'est pas les Romains. Les Romains n'ont pas créé Volubilis. Ils vont développer Volubilis. Les Romains vont créer Tingi. Ils créent Tingi. Ils vont développer Lixus, qui avait été créé par les Carthaginois, et puis qui était au Chella, les Carthaginois, etc. Mais donc, c'est un royaume qui existait, et qui a eu une existence très longue. Le royaume de Maurétanie existe au 4e siècle avant Jésus-Christ, au moins, et va durer quasiment jusqu'à l'annexion complète à l'époque de Caligula, c'est grosso modo jusque 250 après Jésus-Christ. Donc le royaume de Maurétanie a 6 siècles d'existence. Attention. Hein, et les Idrissides vont arriver après. Là, il y a un trou.
Alors c'est là, on va voir nos Bergwata. Là, il y a un trou avec donc dislocation et plusieurs entités qui vont se créer. Parmi ces entités, il y aura les Bergwata, il y en aura Nekrour, il y en a des dizaines d'autres. Et tout ceci ne va pas coaguler. Et ensuite, va arriver Idriss Ier, qui lui va s'installer à Oualili, va épouser Kenza, donc la fille du chef berbère, et va créer une première dynastie. Ensuite, la création de Fès, etc. Et qui va ensuite unifier tout ça. Parce que le royaume idrisside, le premier royaume idrisside, va englober jusqu'à Ténès et jusqu'à Alger. Hein. Tout ça, le premier royaume idrisside va prendre... On parle toujours du royaume idrisside comme oui, l'origine du Maroc, mais un petit royaume. Non, c'est un royaume qui va vraiment s'étendre hein, sur le royaume idrisside, dans sa première phase. Voilà. Bon, écoutez, halte au feu. Il y a ce monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure. Non. Moi, j'exécute. Hein. Le jeune homme attend depuis... Ah oui, alors donc, voilà. Bonjour, je me présente, Adam, je suis en 4e. Et en fait, ma question sera simple. Comment on peut faire cohabiter un enseignement historique d'une monarchie dans une mission française républicaine? Parce que là où est le problème... Il est bon, hein. On en fera un ministre, lui. Là où est le problème, c'est que j'ai certains camarades qui ne sont même pas français, qui sont 100% marocains, ne connaissent rien à l'histoire du Maroc, jusqu'à en ignorer la date de création de la nation idrisside. Ah ben ça, alors là, adressez-vous à la beauté les fesses de vos professeurs. Hein. On se retrouve avec... Non, alors, vous me parlez de la mission française, écoutez, moi, mon républicanisme n'est pas universellement connu. Hein. Mais ce qui ne veut pas dire que les régimes passent, la France reste. Moi, je me dis toujours, la France est une république que depuis à peu près un siècle, hein, parce qu'après 89, la monarchie est revenue. Donc, 1000 ans d'histoire de la monarchie, 120 ans d'histoire de la République, et vu la manière dont la République se casse la figure, il n'est pas impossible... Et puis... Allez, non, monsieur, non, vous levez, je le prends sur moi. Non. On disait, gloire aux anciens. Gloire aux anciens. Merci. Les Chibani. Merci. Alors, depuis mon enfance, j'entends parler de ces discussions entre Mohamed V et De Gaulle, et ce qu'a dit De Gaulle à Mohamed V. Est-ce qu'il existe des traces écrites de ça? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut les trouver? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est par rapport aux archives françaises encore, concernant le Maroc. Y a-t-il encore vraiment des choses qui sont gardées sous du secret? Merci. Non, là, si vous voulez, sur la période qui nous intéresse, qui est la période du protectorat. Donc 56, la loi de 50 ans. Donc il n'y a plus rien de secret. Il n'y a pas de secret. Il peut y avoir peut-être, pour des questions personnelles, de gens encore en vie, pour des histoires peut-être très confidentielles, peut-être quelques archives. Non, les archives sont ouvertes. Les archives françaises sur le Maroc sont ouvertes. Hein. Okay. Mais où il y a des fonds d'archives excessivement intéressants sur le Maroc, ce sont les archives militaires. Parce que les officiers des affaires indigènes, le contrôle civil, étaient composés souvent de gens très arabisants ou berbérisants, amassisants, et qui ont écrit beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Et c'est tout à fait intéressant de voir ces fonds d'archives. Non, c'est pas comme avec l'Algérie où il y a des archives qui sont fermées, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y a des gens qui vivent en Algérie et qui ont été harkis ou autres, c'est pas la peine que tout le monde sache. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, à partir du moment où il y a des risques pour la vie, bon, ça c'est. Mais pour le Maroc, à ma connaissance, c'est pas le cas. Merci. Alors finalement, il y en a une dernière. C'est bon. Une avant-dernière. Une avant-dernière. Merci, on a beaucoup de plaisir à vous. Halte au feu. C'est les gars, on a beaucoup de plaisir à vous suivre sur YouTube, en tout cas personnellement. Je voulais vous poser la question concernant justement les archives françaises entre 36 et 56 et même 58. L'opération Écouvillon, ça s'est terminé par ça. Et là, justement,
la France a un devoir de mémoire, parce que nous, on est intéressés actuellement par le conflit, enfin par le problème que nous avons avec nos voisins algériens, et le conflit, la France peut le résoudre très facilement si elle a la volonté d'éclaircir à travers les archives, justement, militaires. Mais moi, je les ai publiées. J'ai publié notamment les archives de la résidence de France ici. Vous avez la lettre de l'IOT qui est adressée donc au gouvernement en protestation parce que le gouverneur général d'Algérie veut annexer Tindouf, etc. pour mettre alors que Tindouf, du temps des Français, était administré par Agadir. Je me permets de vous dire, monsieur Lugan, j'ai mon père, j'ai dans les archives de mon père des lettres où il y avait le timbre marocain, post-marocain et post-militaire, et c'était post-marocain. Donc le timbre est un symbole de souveraineté. De souveraineté. Et alors Tindouf et jusqu'en 48, 52, 55, c'était marocain. Et Tindouf était le poste militaire français de Tindouf était administré par Agadir. Absolument. Donc, et ça c'est moi je publie un texte de l'IOT des années 20 où l'IOT proteste contre le gouverneur d'Algérie, car le gouverneur d'Algérie est intervenu auprès du ministre de l'Intérieur pour que cette partie du Maroc soit rattachée à l'Algérie. Et l'IOT donc a réuni une commission d'historiens, d'experts, etc. Et il dit, c'est absolument inadmissible, inconcevable, car ces régions sont des régions marocaines, etc. Je publie le texte, hein. Donc, ça on le sait, on a tous là. Mais si vous voulez, le problème n'est pas là, cher monsieur. Puisqu'on parle de la France et du Sahara occidental, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en France, vous avez les groupes de pression algériens qui ont complètement phagocyté tout ce qui est la presse, tout ce qui est l'intelligentsia, qui est de gauche. Parce que la gauche française est amoureuse de l'Algérie. Voilà. Et pour la gauche française, l'Algérie, c'est le mythe révolutionnaire chez Guevara, etc., etc. Et pour cette gauche française qui vit dans le mythe de la révolution de 1789, le Maroc, c'est l'ancien monde. Vous voyez ? Donc, la gauche française, la droite française et regarde le Maroc d'une manière favorable, et la gauche française, et alors, comme autour des dirigeants français, eh bien, parce que, disons-le honnêtement, la France est un pays de gauche depuis des dizaines d'années. Tout le personnel est un personnel de gauche, etc. Et ces gens-là ont le tropisme de l'Algérie. C'est hérité. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelait les porteurs de valises, les héritiers des porteurs de valises, qui gravissent dans les allées du gouvernement et qui ont une position qui est celle de la France à l'heure actuelle. Alors, évidemment, il y a des groupes qui poussent de l'autre côté, mais à mon avis, tant que la gauche sera au pouvoir en France, ça ne changera pas. Hein. Voilà. Dernière question, s'il vous plaît. Oui. Je me présente, Rachid Ouazzani, architecte. Juste une question, parce qu'en fait, vous avez beaucoup parlé des époques anciennes, mais c'est le XXe siècle qui nous intéresse le plus, en fait. Et on n'a pas assez entendu vos propos au sujet du XXe siècle. Et ce XXe siècle a été jalonné par un certain nombre d'événements extrêmement importants qui nous font souffrir aujourd'hui de choses qui sont parfois sans perspective. Et alors, ma deuxième question, c'est est-ce que, à la lumière de tout ce que vous savez à propos des archives, est-ce qu'il y a des perspectives d'apaisement dans un avenir proche? Entre qui entre nous et la France et l'Algérie. Ah bah écoutez, avec l'Algérie, je ne sais pas. Oui. Écoutez, le problème avec l'Algérie, c'est que le système algérien a une légitimité qui repose sur une fausse histoire. Une histoire qui a été écrite à partir de 1962, qu'il est interdit de remettre en cause, c'est un dogme. C'est un dogme religieux. Et c'est un dogme religieux qui évacue toute l'origine du coup d'État de 1962. Parce qu'il y a eu un coup d'État en 1962 en Algérie, je vous l'ai dit, quand le GPRA a été renversé par l'EMG, par l'armée des frontières, etc. Et ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle sont les héritiers de ceux qui ont fait ce coup d'État. Je ne vois pas comment
il peut y avoir un apaisement, car si le système algérien reconnaît la fausse histoire, il est mort. Donc il est condamné à la fuite en avant. Ah ben la France, j'allais dire, veuillez m'excuser, je veux dire, il y a un rapport sadomasochiste. Hein, parce que plus Macron et plus on le fait baisser. Bon. Ils ont de la chance d'avoir Macron. Moi, si j'étais au pouvoir, je leur dis, ça ne serait pas comme ça. Bon. Bon. Ici, on avait... Mais... bon. On arrête là. On arrête là. Alors, rapidement, une dernière intervention là, une autre là, et on arrête. Oui, s'il vous plaît. Ah bah oui, je suis trop gentil. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui. Je vois pas qui. Question courte, réponse longue. Oui. Pourquoi la France a tardé à coloniser le Maroc à partir de l'Algérie, 1830-1920? Ah oui, alors là, c'est très simple. C'est très simple. Au départ, c'est extraordinaire, parce qu'au départ, la France prend Alger, et dès la première semaine, se pose la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on reste ou on ne reste pas? Alors, des débats qui vont avoir lieu, et plusieurs hypothèses. On s'en va. Non, c'est pas possible. Maintenant qu'on a débarqué, on va partir. Deuxième hypothèse. Allez, on prend 2-3 villes, Alger, Oran, etc. Oui, mais c'est pas la peine. On va faire comme les Espagnols à Ceuta, Melilla. Pour défendre cela, il faut des armées autour. Et puis, non, c'est pas possible. Troisième possibilité, eh ben, alors on va conquérir. Alors, Bugeaud, l'homme de la conquête, était opposé à la conquête. Moi, j'ai publié les archives au Parlement, parce qu'il était député en même temps, Bugeaud. Et il dit, mais là, c'est une erreur, il ne faut pas conquérir ça. Mais à la fin, moi, je suis un soldat, on me donne l'ordre de conquérir, ben, je vais conquérir. Mais on fait une bêtise. Et Bugeaud le dit, nous faisons une bêtise. Alors, la conquête se fait, mais le territoire s'élargit. Et le territoire s'élargissant, il va toujours y avoir des problèmes avec des tribus. Et à partir d'un moment, il va y avoir des problèmes avec des tribus marocaines. Et c'est ce qu'on appelle la question des confins, avec les accords, l'Alamarnia, hein, les accords. Et alors, donc, il y a des problèmes avec les tribus, donc l'état-major à Alger dit, ben, le seul moyen de régler le problème, c'est de conquérir la tribu. Et c'est le système classique de toute guerre de conquête. Et puis quand on a conquis une tribu, ben, c'est la tribu derrière qui est sous le... Ah bah on y va. Jusqu'au moment où éclate la guerre franco-marocaine, à l'époque d'Abdelkader, avec la bataille d'Isli, etc. Et là, les autorités marocaines disent, bon, ben là, maintenant, il faut qu'on discute, là, parce que c'est plus possible. Donc, un accord boiteux, la Marnia va être signé entre le Maroc et la France, avec la frontière qui ne tient pas la route. Et puis, sur ce, arrivent les événements du Maroc, arrive le début du protectorat, et la chance, c'est que ce soit Lyautey qui a été nommé et non pas un civil. Parce que aurait été nommé au Maroc comme premier résident un civil comme les gouverneurs d'Algérie, eh ben le Maroc aurait été démembré. Ça aurait été le Dahir Berber 50 ans avant. Non, pas 50 ans, 30 ans avant. Et là, heureusement, Lyautey c'est un monarchiste. Hein. Vous savez, je veux dire une phrase, ne soyez pas choqués par ce que je vais vous dire. Mais il faut la dire pour savoir qu'a été monté Lyautey. Lyautey disait, la République, c'est comme la syphilis. Quand on l'a attrapée, soit on vit avec, soit on se tire une balle dans la tête. Oui, c'est pour vous dire quelle était la conception qu'avait Lyautey de la République. Mais il servait la France. Lyautey dit, moi je n'ai jamais servi la République, moi je sers la France. C'est pas la même chose. Et quand Lyautey arrive, il dit, au Maroc, il y a une priorité, c'est renforcer le pouvoir du sultan, qui était menacé, avec les querelles entre les prétendants, il y avait même les rogis, etc. Donc, renforcer le pouvoir du sultan. Et Lyautey dit, je suis le premier serviteur du sultan. Et à partir de ce moment-là, il va défendre l'intégrité marocaine. Mais heureusement, parce que, imaginez qu'il y ait eu un gouverneur civil, l'Algérie s'étendait jusqu'à Beni Mellal. Hein. Alors, dernière. Non, vraiment la dernière. La vraie. Bonsoir. Non, vraiment la dernière. Cette fois, mais ça va être un plaisir. Bonsoir, professeur. C'est là. Nabil Soufek. Bonjour. J'ai 3 questions rapidement. La première, elle concerne les frontières. Mis d'accord.
La première concerne les frontières. Dans les années 70, le roi Hassan II a passé un accord avec l'Algérie. Est-ce que c'est un accord, d'après vous, qui est définitif et qui trace les frontières? Deuxième question, le Maroc est un empire. Et Pardonnez-moi, juste parce que je vois des gens partir, les dédicaces, c'est dehors immédiatement après. Voilà. Deuxième question, le Maroc est un empire et le protectorat n'a fait que le renforcer. Est-ce qu'il est aujourd'hui un État-nation? Et s'il est un État-nation, à quand vous le faites remonter? Toujours par rapport aux États-nations, aujourd'hui, on constate un recul des États-nations qui étaient là au besoin peut-être du capitalisme dans le siècle 19, dans le 19e siècle. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un recul au profit des empires? Est-ce que c'est à cause de ça peut-être que la France, une certaine France, est jalouse du Maroc? Dans le cas du Maroc, moi je fais remonter aux Idrissides. Hein. C'est clair. Idrissides, Fondation de Fès, etc. Bon, il y a eu des entités avant, mais le Maroc, ça démarre aux Idrissides, c'est clair. Bon, pour le reste, l'autre question, mais je me souviens plus, l'autre question, c'est sur quoi? Ah oui, sur les fronts. Ah oui. S'il vous plaît. Ce qui s'est passé en 70, c'est pas exactement ça. C'est qu'il y a eu un accord entre Sa Majesté Hassan II et les autorités marocaines, et le roi a fait la part du feu. Mais il l'explique dans ses mémoires. Lisez les mémoires du roi Hassan II. Tout ça, c'est expliqué, tout ça. Il le dit, il explique tout ça. C'est passionnant à lire. Hein, et alors, donc, il fait la part du feu. Il dit, voilà, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Les Algériens sont là, nous sommes là, etc. Mais il y a un objectif, c'est le Sahara. Donc, il va dire aux Algériens, écoutez, bon, allez, ça va, on passe l'éponge, mais seulement, vous nous aidez dans la reprise du Sahara. Oui, oui, disent les Algériens. Et puis, ils créent le Polisario. Ah non, elles sont pas... Non, il y a une discussion encore sur les frontières, mais elles sont là, les frontières, pour le moment. Mais je ne sais pas s'il y a eu une reconnaissance vraiment internationale de la frontière dans la zone où il y a eu la guerre des sables. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'a jamais ratifié. Le Maroc, c'est ça. Il n'a jamais ratifié. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Sur cette zone-là de 200 km à peu près. Hein. C'est ça. Bon, c'est un débat de juristes. Voilà. Bon, très bien. Halte au feu. Non, déjà, on remercie infiniment Bernard Lugan et le public également. Et on remercie les questions et vive les Bergouata. Voilà. Bon, on se retrouve dehors pour la signature des livres.